Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Potin Trail, saison 2. Un grand merci pour tous vos messages de soutien, les retours positifs que vous avez envoyés, donnés ou échangés avec Ludo sur la saison 1. Ça nous fait très plaisir et du coup, ça nous donne envie de continuer l'aventure. Cette saison 2 continue d'être diffusée sur Radio Mont-Blanc et existe grâce au soutien d'Isalco, dont le slogan résonne bien avec notre projet, énergie créative. En attendant, et parce que ce podcast est un format un peu hybride, j'ai demandé à Ludo de me donner sa propre définition du Potin Trail. Le Lanlan qui me demande des trucs, tout ce que j'aime pas. Écrire. Et audio. Potin Trail, c'est 20 ans de rencontres dans le monde de l'événementiel sportif. Ce podcast, c'est du partage, des rires, des larmes, des anecdotes. Des rires, des larmes, des anecdotes. Le trail signifie la trace et Potin, c'est l'empreinte vidéo et audio d'une histoire vécue sur le terrain. Voilà, ça c'est ma définition. Bonne écoute. Salut la communauté, nouvel épisode des Potins de Trail. Quel bonheur de recevoir mon classard. Classard, ça veut dire qu'on est né dans la même année, c'est 70 represent. Il vient aussi de la région parisienne, tout comme moi. C'est un honneur d'avoir avec moi un garçon que vous connaissez sûrement parce qu'on l'appelle le métronome. Moi, je l'appelle le Zoréole. C'est monsieur Antoine Guyon. Salut Antoine. Salut Ludo. Comment tu vas ? Très bien. J'ai très plaisir d'être ici avec toi. Ouais, on est ici en Andalousie. J'ai pu venir vous rejoindre avec Andy pour pouvoir tourner quelques potins comme ça avec les amis en situation. Demain, tu cours. Ouais, c'est ça. Demain, on court avec les copains l'Ultra Sierra Nevada. Ça va être une découverte. Moi, je n'ai jamais participé. Et là, on est sur un des points les plus hauts de l'Espagne. Il me semble que c'est le 4e ou 5e sommet d'Espagne qui monte à 3500. Et on sera pas loin du sommet demain. Ouais, moi, je suis très très surpris. Je connaissais pas non plus le sud de l'Espagne. On est quand même assez bas. Et il y a énormément de neige sur les sommets. Alors, on est en Andalousie. Hier, on était quelques kilomètres autour. C'est bourré d'oliviers, d'amandiers en fleurs. Et on a de la neige, tout près, à 2000 mètres d'altitude. Ouais, ça me permet de rebondir. Olivier, évidemment, tu vois où je veux en venir. Oui. C'est aussi ton actualité. Ouais. Avec Anne, vous avez décidé d'aller vivre depuis quelques années maintenant, en Grèce, où tu as repris une oliveraie. C'est ça, ouais. Ça fait 5 ans qu'on a acheté cette oliveraie dans le sud du Péloponnèse. On a 1 hectare et donc on a une petite maison construite dans cet hectare d'olivier. Alors c'est notre petit paradis. Donc là, on s'occupe des arbres, bien sûr. Moi, je m'éclate aussi à retrouver un petit peu les activités d'horticulture qui étaient ma formation professionnelle de départ. Alors je fais des murets de pierres sèches, des nouvelles plantations. Je cultive, je m'amuse, ouais. Et puis, c'est pas mal parce que ça nous permet aussi de trouver autre chose que le trail. C'est pas qu'on a tout écumé, mais on en a fait beaucoup avec Anne, on a beaucoup bougé. Ça permet aussi de se poser, prendre un petit peu de recul et par petites touches de retourner sur les endroits où on a envie de pratiquer le trail. Ouais, on a quand même beaucoup de liens en commun tous les deux. En off, on refaisait un petit calcul. Ça fait 18 ans maintenant qu'on se fréquente. On a la majorité ça. Tous les deux. C'est ça. On est classards, on est de la même année. C'est facile pour savoir nos âges à chaque fois. 1910. Et il y a 2 passions qui nous rapprochent. Un, c'est l'horticulture, puisque j'ai commencé moi un CAP d'horticulture à l'époque. Tout comme toi, tu as travaillé avec les plantes. Ouais. Et la deuxième chose, on est tous les deux passionnés d'herpétologie, c'est-à-dire la science des reptiles. Oui. Et on aime les serpents, on aime les lézards, les varans. Voilà. Et on a cette passion commune qu'on a découvert quand on s'est rencontrés. Ouais, tout à fait. Ouais, on ne savait pas qu'on pouvait être sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, parce que c'est assez rare. Ouais, c'est rare. Les herpétologues, il n'y en a pas des masses. Non. Moi, j'étais passionné quand j'étais ado. J'avais pythons et boas dans la maison, et puis d'autres terrariums avec tout ce que je pouvais trouver de reptiles, d'amphibiens. Ma chambre, c'était pas la chambre des ados habituelle. Tout comme la mienne, même si c'est vrai que normalement, la faune et la flore française est protégée, qu'on n'avait pas trop droit d'avoir des orvets, des tritons, des grenouilles chez nous, des lézards mularalis, lézards de muraille. Enfin voilà,
Mais on l'a fait, comme beaucoup d'enfants Ouais, à on l'a l'époque. fait. Chez moi, ça séjournait un temps, et puis après, je l'ai ramené à la Ouais. maison de campagne des grands-parents, et puis Ouais, on les ça relâchait repartait aussi, ouais. dans le fossé où je l'avais trouvé, et puis voilà. C'est ça. Mais bon, j'avais pu étudier un petit peu, observer. Et moi, je m'éclatais à observer ces animaux qui étaient méconnus. Oui. Et puis, Qui faisait plutôt peur. En général, oui. En général, quand on ne connaît pas une chose, on en a peur. Hein, que ce soit des animaux ou de l'étranger, d'ailleurs. Hein. Exactement. Dans notre société d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Et quand j'ai découvert le trail, ça m'a fait vachement de bien. J'ai eu cette accroche immédiate, cette proximité avec l'environnement. Ça m'a parlé et c'est aussi pour ça que j'ai plongé dedans. C'était un petit peu ce que je vivais quand j'étais enfant. Hein. On te voit régulièrement à rattraper des couleuvres que tu relâches, tu nous les montres sur tes posts, même si c'est pas le roi des posts sur Facebook ou alors Instagram, parce que pour la petite boutade, on vient de découvrir encore à midi, quand on a ouvert ton Insta, que Cédric Chavet, notre ami, t'avait envoyé un message il y a 109 semaines. C'est ça, oui, c'est ça. J'avais un petit peu oublié de regarder mes messages. Et je crois que le plus récent, il devait dater de 14 semaines. Excusez-moi si je réponds pas promptement sur Instagram. Je suis plus... Facebook, c'est un peu décalé peut-être, mais bon... Mais voilà, en parlant de ça, des animaux, c'est ce qui nous a rapprochés. Et déjà, à cette époque-là, quand tu allais dans la nature... Déjà, tu courais déjà beaucoup. Ouais. Quand on reprend Antoine jeune, le sport, ça a toujours été. Ça a toujours été. De toute façon, mes parents me laissaient libre. Tu as dit que j'étais dans les régions parisiennes, mais j'étais dans les Yvelines et assez éloigné, pas loin du Val d'Oise, donc on était dans la nature. Mes parents avaient une maison en bord de Seine. Et puis ils me laissaient partir en vélo pour vivre ma vie. Ça les dérangeait pas. Ils avaient confiance. Moi, je partais. Je sais pas, ils avaient confiance à juste titre. Hein. Je faisais des conneries quand même. Ouais. Mais en tout cas, je pouvais aller courir et faire du vélo. Et ce qui fait que dès l'âge de 12 ans, je me suis mis à pratiquer la course à pied de manière structurée avec mon père. Et c'était la course sur route à l'époque. Hein. Le trail, ça n'existait pas vraiment. Et non, ça existait. J'ai commencé là, à 12 ans. Et puis j'ai jamais lâché l'affaire. Ce qui fait que. Et t'es rentré en club ? Tardivement, je voulais pas. Ah, ok. Oui, en fait, je faisais des bons résultats quand même sur les 20 km de Paris, Paris-Versailles. À l'époque, on avait le droit, même en minime, c'était le cas d'ailleurs. Hein. Ah oui, avant 16 ans, on avait le droit de faire un semi ? Oui, de toute façon, en tout cas, on m'inscrivait avec ma date de naissance, 1970, et puis à 13 ans, je faisais les 20 km de Paris. Alors, non. Oui. Ouais. Et je faisais ça à 12 à l'heure, à l'époque. Ah ouais ? Ah ouais, à cet âge-là. C'était marrant. Et il y avait quelques clubs voisins qui avaient repéré que je courais pas mal sur route. Ils voulaient que je rentre dans le club, mais j'avais pas trop envie parce que je les voyais tourner sur une piste et j'avais pas envie de ça, faire de la vitesse, j'avais pas envie. Quoi. Donc j'ai tardé, j'ai repoussé, mais je crois que vers 16-17 ans, je suis rentré une première fois dans un club. Alors là, j'ai fait un peu des tours de piste, j'ai découvert ce que c'était que d'avoir le goût du sang dans l'air. Ouais, d'avoir envie de vomir. J'avais pas envie de ça. Mais bon, ça m'a fait progresser, c'est vrai, hein, ça m'a fait gagner en vitesse. Et puis, sans y prendre plaisir, on va dire. Mais je l'ai fait, comme les copains. Et puis, du coup, ça s'est arrêté assez tôt ? Vers 23 ans. Ouais, 23 ans, j'ai arrêté. J'ai eu le temps de faire un marathon. Pas mal de semis, des trucs comme ça, mais jamais... mais toujours dans la course à pied, tu parlais un peu de vélo tout seul, comme ça, au bord de la Seine. Mais ça, c'est de la balade. Ouais, c'était de la balade. Enfin, c'est de la balade, mais je me rappelle quand même, pour anecdote, un jour, mon père m'avait acheté un compteur. Les premiers compteurs, là, avec la petite roulette là, qui frottait le pneu, qui faisait un bruit infernal. Et puis, forcément, j'ai eu le compteur. Et le défi, c'était de marquer 100 pour le premier jour. Et j'étais petit. T'imagines, je pense que là, il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont regarder le podcast. Ils ne voient pas du tout de quoi on parle. Quoi. Moi, je le vois très bien. Le petit compteur avec la petite roulette qui frottait sur le pneu. Comme pour la lumière. Hein. Et puis voilà, ça indiquait le kilométrage. Hein. Et du coup, c'était quoi le record ? Il fallait que je fasse 100 km dans la journée, donc j'ai fait 100 km. En aller-retour, j'arrêtais pas de partir dans tous les sens. Et puis le soir, j'ai réussi à faire mes 100 km, puis j'avais montré à mes parents, regarde, j'ai fait 100 km. Et mon père, il a cru que mon compteur, il marchait pas. C'est pas possible, le compteur, il marche pas. J'étais déçu, mais en tout cas, je les avais fait. Ouais, t'étais fier, en tout cas. Ouais, j'étais content. Ouais. Et du coup, en fait, il n'y a pas... J'ai discuté quand même pas mal avec de trailers qui ont touché à beaucoup de sports. Toi, t'étais plutôt... tu dis j'en avais un deuxième. C'est quoi ? L'apnée. L'apnée. Ouais, ça, c'était mon dada, quand même, vraiment. Et ça l'est toujours un peu, quand même. Hein. Ça l'est... Je vais pas chercher les records. Non. Parce que je suis seul quand je fais de l'apnée, donc je ne veux pas prendre de risque. Je m'en sers, à bon escient. Enfin, pour moi, c'est-à-dire que je vais faire de la chasse sous-marine
Et ça me permet de manger du poisson de qualité quand on en a envie. Exactement. Voilà, je me sers de ces qualités d'apnéiste pour aller chercher un peu de poisson. Moi, ça fait, comme j'ai dit, 18 ans que je te connais. Tu m'en as toujours parlé. Ça a été popularisé par Mathieu Blanchard, qui est très populaire et qui, lui, a expliqué qu'il utilisait l'apnée pour la course à pied, que ça a été vraiment très intéressant pour lui en course de retenir sa respiration ou non, comment la gérer. Mais toi, tu faisais ça depuis toujours déjà. Ouais, je fais ça depuis toujours. Et puis je m'en sers depuis toujours parce que ce qui est important aussi dans l'apnée, c'est qu'on a une prise de conscience de l'intérêt de l'oxygène, de ce que ça apporte réellement. Parce que quand on est en dette d'oxygène, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des messages du corps, messages de détresse, qu'on peut ressentir après quand on est en train de faire une grande ascension, qu'on ne s'est pas bien alimenté, et puis que là, il y a un petit d'hypo. Ces petits signes, on les retrouve aussi en apnée quand on est en manque d'oxygène et en lutte, pour retenir encore un peu plus. Donc je me suis toujours servi de ça, et puis aussi pareil, dans les grandes ascensions, par exemple, je me rends compte que j'ai plutôt en fin de parcours, une respiration qui n'est pas efficace. Je suis plutôt sur le demi-litre, comme ça c'est pas efficace. Et à ce moment-là, je repense à l'apnée, les mouvements d'hyperventilation, je me redresse, j'ouvre la cage thoracique, et puis des modes inspiration-expiration, et hop, ça rebooste et c'est reparti. Ouais. Quand tu me parles de plongée sous-marine, la dernière fois que je t'ai quitté, tu m'avais dit que tu avais acheté un nouveau fusil à air comprimé. Oui. Que j'ai jamais encore essayé, moi. T'as essayé, tu l'as testé ou pas encore? Et je l'ai pas encore testé. Non. C'est vrai, je l'ai pas encore testé. Non, j'ai pas pris le temps. Cet hiver, je pensais. Ouais. Et puis, j'étais pris par la récolte des olives. Et puis après, le peu de temps qui me restait pour les entraînements. Et puis ça, j'ai mis un peu de côté. Mais oui, je le ferai un peu plus tard. Faut que je vienne avec toi pour que exactement, on teste. Ça sera l'occasion. Ça sera l'occasion. Ouais, j'ai jamais utilisé ça, donc. Mais en tout cas, l'apnée, toujours présente. Et puis, content comme de ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Et qu'est-ce qui t'a attiré, du coup, vers le trail? Tu dis que tu as fait beaucoup de routes. Donc, à la montre, on regarde un petit peu, même si j'imagine que toi, tu regardais pas trop la montre et que c'était plutôt à l'instinct. Si, je regardais la montre pour voir où j'en étais, pour voir si j'étais bien dans mes temps. D'accord. Mais déjà à l'époque, je faisais des prévisions de temps et c'était pas mal. Le métronome. Ouais, c'est marrant. J'aimais marrant. bien ça. Ouais, donc déjà, t'analysais tout, quoi. J'analysais un peu, quoi. J'aimais bien prévoir. Ouais, j'aimais bien prévoir. Et du coup, et ton passage vers le trail? Alors, le trail, je l'ai découvert en 2002. C'est un peu hasard, c'est-à-dire que je suis descendu dans le sud. J'ai acheté une maison, une petite maison de village. Et l'agent immobilier qui m'a vendu la maison pratiquait le trail. Il était un peu plus âgé que moi, à peine, presque de la même année. Et puis moi, je connaissais personne dans le sud, mais comme on courait tous les deux, j'ai bien vu qu'il y avait des affiches. Là, je me dis, mais il fait du vélo, qu'est-ce qu'il fait? On a discuté, il m'a dit, moi, je cours, je fais un petit peu de trail aussi. Le trail, je connaissais pas. Et j'ai dit, on pourrait peut-être courir de temps en temps le midi ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et lui m'a emmené sur des sentiers. Et j'ai trouvé ça sympa de sortir de la route. Et un jour, lui, il m'a dit, tiens, il y a une compétition dans l'Aveyron, ça s'appelle les Templiers. Ça ferait Quelle course! Ça ferait un défi, qu'est-ce que t'en penses? Et alors, quand il m'a dit que ça faisait 70 km, il dit, mais c'est énorme. Pour moi, le course à pied, c'était jusqu'au marathon. Et puis au-delà, l'inconnu. Et j'ai dit, comme j'aime bien relever les défis aussi, pousser un peu le bouchon, je me suis dit, allez, on se lance, on va aller faire ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert les Templiers en 2002. Et alors, ça a été un déclic. Ça a été une course... Tu te rappelles de ta place, du temps à peu près que tu as réalisé, ce que tu as vécu ou ressenti? Alors, je me rappelle bien. Ouais, j'avais fait, je crois que j'avais fait 7h35. J'avais dû faire 51e. Ouais, d'accord. Ou peut-être plus que 7h35. En tout cas, 51e, je me rappelle de ça. Ouais. Une course où j'étais bien placé au départ, où j'ai pris un bel éclat en vol. Je me rappelle dans une côte, j'ai dit, mais oh là là, les jambes qui répondent plus, c'est la fin, là, ça va s'arrêter là. Et je devais être à la moitié de la course. Et puis, amusant, quoi. Les gens qui me donnent des conseils, il faut manger. Je mange la petite barre que j'avais prévue, et je mange ça, et puis après, le corps qui repart. Et puis, une fin de course super. Et là, j'ai dit, c'est génial comme... C'est génial le trail. Ça y est, t'avais pris le virus, du coup. Ouais, c'est incroyable ça, de croire que tout est fini, c'est fond, puis hop, ça repart. Alors c'est peut-être bien parti aussi parce que j'avais un fonctionnement, au niveau physiologique, il y a un truc aussi. Parce que peu de temps après, j'ai remis le couvert, ça s'est mieux passé. Et puis l'année suivante, j'ai refait les Templiers, là j'ai fini 16e.
Il y avait un truc. 2003, quoi. Ouais, 2003. Et puis 2004, mon premier ultra. Super expérience. Et Déjà, là, 2004. En 3 ans, quoi. 2-3 ans, t'es passé... Ouais, mais avec quand même un passé de coureur. Bien sûr. Ouais. Tu vois, et j'avais quand même 20 ans de course à pied derrière moi. 22 ans de course à pied derrière moi. Bon, je me suis lancé sur cet ultra et j'étais prudent et ça s'est super bien passé et j'ai découvert que j'avais des qualités d'endurance fondamentale, enfin de fond, quoi, je pouvais durer. Et puis après, j'ai accroché et puis c'était parti. Ouais, et puis là, on arrive à 2007, c'est là où moi je te rencontre. Tu avais déjà couru en 2006 à l'UTMB, en 2005. En 2005, j'avais pas commencé, j'ai commencé en 2006. Ouais. Mais en 2007, là, ça y est, ça commence. Tu commences à atteindre tes lettres de noblesse déjà et à te placer sur les courses. Et 2007, je fais 2e du Grand Raid de la Réunion. Ouais, déjà. On est déjà au Grand Raid. Ouais, déjà je au Grand connaissais Raid. pas encore. Et avant ça, j'avais fait pas mal de courses. En fait, quand j'ai fait mon premier ultra, c'était en Italie. C'était à Cro-Magnon. Et je me suis bien perdu, ce que je fais toujours d'ailleurs, mais là vraiment beaucoup, parce que j'ai manqué d'expérience dans le domaine. Et je me suis perdu pendant 1h30. Et d'ailleurs, c'est stupide parce que j'ai quitté une piste qui était balisée, c'était un débalisage pour un rebalisage. Et je suis parti dans le chemin, et puis au fur et à mesure, je me prenais des toiles d'araignée, et c'était stupide. Je me disais, comment les araignées ont fait pour rebâtir une toile alors qu'il y a des coureurs qui sont passés devant moi? C'était idiot, quoi. C'était idiot. Mais bon, pour aller jusqu'au bout, je suis allé tout en bas, et là, arrivé dans un village, bien sûr, pas de balise, j'ai demandé, et on m'a dit, non, c'est là-haut. Bon, alors j'ai remonté les 1000 mètres, et puis j'ai fini ma course. Mais quand même avec les dents longues, je dis, la prochaine fois, je ne ferai pas avoir. Ouais. Et la fois d'après, c'était l'Ultra des Templiers, qui avait lieu à l'époque tous les 5 ans, en 1999, 2004. Et en 2004, je finis 2e derrière Christophe Jacquereau et devant Samuel Bonodo. Et là, je me suis dit, là, il se passe un truc. Et d'ailleurs, on est venu voir. Des grands noms. Des grands noms. Des grands noms. Christophe qui avait gagné l'UTMB. Notamment, la Diagonale des Fous. C'était le grand coureur de l'époque avec... Et qui aurait duré beaucoup plus longtemps s'il n'avait pas eu ces problèmes de tendons d'Achille qui l'ont empêché de continuer sa carrière. Parce que sacré phénomène suisse. Un grand phénomène, incroyable. Incroyable. Ouais. Et il s'est mis au VTT après. Ouais. Et du coup, voilà, l'enchaînement, forcément, TDS, podium, Tour des Géants, podium, Diagonale. J'aimerais bien que Diagonale, tu me redises, parce que... c'est tellement fort ce que tu as réalisé. Il y en a beaucoup, le nombre de participations. Alors j'en ai couru 16. 16. Le nombre de fois dans le top 10. 12. Ouais, c'est ça, 12. 12. Ouais. Nombre de fois gagné. Une fois. Magnifique. Tout le monde ne peut pas dire avoir gagné. Très content. Et il fallait que je le fasse. Mais il fallait que tu le fasses. Parce qu'on m'appelle Poulidor. Ouais, parce que Poulidor, combien de fois 2e 5 fois. Il fallait vraiment que je la gagne un jour. 5 fois. Et puis 3e et 4e 3 fois, je crois. Ouais, c'est ça, c'est que tu as fait toutes les places du podium. Ouais. La 5e place, tu l'as eu? Non, j'ai fait 6. T'as fait 6, ouais. J'ai fait 6 une fois. Ouais. Puis maintenant, ça recule un peu, Mais ça traite. Ça t'a valu le nom là-bas de Zoréole. Ouais. C'était plus oreille. Oui. T'es pas créole. Voilà, tout à t'es fait. entre les deux. Il faut aller vivre ça avec toi pour voir l'amour des Réunionnais pour toi. C'est phénoménal. C'est incroyable. Merci mes amis réunionnais. C'est vrai que c'est phénoménal. Quand je suis sur la route là, du départ, et s'il y a quelqu'un qui court à côté de moi, il dit « Mais qu'est-ce que t'es connu ici ?» Parce qu'on arrive « Oh Guillaume, oh Antoine !» Mais ouais. C'est fort, ouais. Mais parce que tu leur rends bien aussi, Miamaou, tu le dis souvent. Ah oui, et puis j'adore cette course, j'adore ce pays, et puis ce respect qu'on a, je pense, là-bas de l'autre. Je trouve qu'il y a une ambiance particulière, les gens se soucient des autres, c'est important. Aussi, dans la société d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment très très agréable de retrouver de la gentillesse. À la base, je retrouve beaucoup. C'est très agréable. Et d'ailleurs, tu vois, c'est assez étonnant. Tu as choisi la Grèce. Parce que je crois que des oreilles indiscrètes m'ont dit que c'est là que tu avais rencontré Anne à l'époque. Mais tu aurais pu choisir la Réunion presque. Non. Tu aimes tellement être là-bas. C'est vrai que pour la pratique du trail, pour pas les paysages, mais pour ça forme un tout.
On peut prendre un bain de foule, on peut s'isoler, on peut en prendre plein les yeux aussi. Les contacts sont agréables, faciles avec toute personne. Mais j'aime beaucoup le calme. J'aime bien qu'il n'y ait pas de bruit. Et à La Réunion, c'est très difficile de trouver des endroits sans qu'il y ait un hélicoptère. Mais encore, il y a les hélicoptères qui passent. Ouais. Non, là, quand je suis en Grèce, il n'y a rien. Je suis à 600 mètres de la mer, dans les oliviers. Et j'entends que les oiseaux. On s'y intéresse, on dit tiens, là c'est le jet, tiens, là c'est des bouvreuils, là c'est etc. Parce que c'est ça qui fait notre environnement sonore. Le soir, quand il n'y a plus de bruit, il y a le chant des chacals. On identifie les renards qui chantent à côté. Ça m'apaise, enfin ça me fait du bien. J'ai pas besoin spécialement d'être apaisé, mais en tout cas je suis dans mon élément. Ouais, c'est là que Et quand il y a du bruit, je suis pas dans mon élément. D'accord. Et ça me pèse. Ça me bouffe de l'énergie et donc je peux pas habiter à La Réunion. Il y a trop de bruit, trop de voitures. On peut pas se déplacer d'un endroit à l'autre sans y passer 1 heure. On voudrait aller à un endroit, non, on va faire demi-tour en route parce que ça fait 1 heure qu'on est dans les bouchons. Non, j'ai horreur de ça. Non, moi j'aime bien. Pourtant, Dieu sait que tu l'aimes cette île. Ah oui, mais ça c'est un frein, je pourrais pas. On a écrit 2 livres. Ouais. Ça c'est aussi ta partie, c'est que on a un Antoine écrivain, on a un Antoine organisateur. Il y a plein. Antoine est multifacette. Le Antoine Guyon est multifacette. Ouais. Et il y a ce côté sportif et athlète élite que tu as travaillé jusqu'au bout des ongles. On sait que tu es un tout petit gabarit dans ce monde-là, et que pour toi le poids est un frein, clairement, que ça soit avec le matériel. Toi, tu es toujours affûté comme jamais, parce que comme tu me le dis souvent, tu manques un peu de puissance. Donc tu combats ce manque de puissance par ta légèreté, par ta fluidité, par ton mental, par ton expérience de tout ça. Mais un jour, tu m'as choqué en me disant, et c'était à la Diag, puisque on est souvent ensemble, et c'est dès que j'ai besoin d'un conseil, d'apprendre quelque chose, c'est vers toi que je me tourne, et tu es toujours là pour me répondre et prendre du temps pour moi, et merci pour ça. Mais un jour, tu m'as dit, Ludo, moi, c'est pas que je m'embrouille avec l'organisation, mais moi, le GPS, je le veux pas du départ jusqu'à Sillaos, mais je le veux de Sillaos jusqu'à l'arrivée, parce que j'ai calculé que 100 grammes, ça me fait perdre tant de minutes. Oui. C'est vrai? Eh bien c'est vrai, ouais, effectivement. Moi j'ai comparé mes temps, mes temps ascensionnels, ou c'est plus ascensionnel en réalité que sur une descente, mais effectivement, par tranche de 100 grammes, j'ai calculé que je perdais tant et tant de temps. Alors, je ne me rappelle plus précisément maintenant. Non, tu sais plus. Non, je sais plus. Mais ça représentait des minutes. Un GPS à Sillaos, ça me représentait quelques minutes de perte. Et j'avais pas envie. D'autant que le GPS, à quoi il allait servir la nuit, personne ne va suivre en pleine nuit. Donc j'avais dit à Denis Boulet, à ce moment-là, directeur de course, j'avais dit, moi je veux bien jouer le jeu avec le GPS, mais je le prends à Sillaos. Il était vachement sympa, il me l'a donné à Marla. Mais c'est fou, de pousser le vice, enfin le vice. Mais si. Je vais pousser le bouchon. Bah oui, on se démène tellement à l'entraînement pour essayer de tout optimiser. Et puis si après on optimise le sac au gramme, on découpe des choses, on recoue, on va alléger tout, on découpe. Et si à la fin on découpe les semelles. Alors ça, je le fais plus. Tu le fais plus? Non. En fait, moi, les semelles, je les coupais. C'était pour trouver plus de fluidité avec la chaussure. C'était pour ça. Tu te faisais tes protos, quoi. Ouais. Protos pour Antoine Guyon. Pour moi, ouais. C'est-à-dire, je redécoupais, pour avoir plus de souplesse pour l'avant du pied, et également un petit peu plus d'accroche, enfin pas de tenue. J'aime bien sentir le terrain, donc je faisais une croix là. Si on prend la chaussure en dessous, tac, une grande croix, et ça me permettait de gagner un petit peu en accroche quand je faisais des appuis latéraux. C'est fin tout ça en fait. Ouais, mais tu te rends compte la précision? Mais ça apporte beaucoup. C'est de l'orfèvrerie. Enfin, pour moi de toute façon, Antoine Guyon, c'est de l'orfèvrerie. Tout est que tu l'as dit. Mais aujourd'hui, tu demandes à Anne de te recoudre tes vêtements, de les ajuster à ton corps, que ça soit les sacs, les t-shirts, enfin tout, que ça flotte pas. Tu pousses le vis à ne pas prendre 100 grammes de plus parce que ça te fait perdre quelques minutes. Tu es capable de tailler tes semelles, mais parce que tu te connais parfaitement. Et tu vas pas le conseiller à quelqu'un d'autre, même si tu écris des livres pour conseiller les gens. Tu aimes donner aux autres, mais ça, c'était vraiment pour toi, quoi. Ça, c'est pour moi, mais j'en ai quand même coupé pour des copains. Ah ouais? Ouais, je crois que je l'ai fait pour Christophe. Oui, pour Cricri, je l'ai fait. Pour le Jaguar? Pour le Jaguar, ouais.
D'accord. Oui. Et comme il savait que je savais le faire, donc il me demandait, si tu peux me les faire. Donc je lui faisais. Parce que aujourd'hui, je pense qu'on en aurait plus besoin parce que les chaussures, elles sont beaucoup plus abouties qu'il y a quelques années en arrière. C'était il y a quelques Mais années. avant, ça tâtonnait un petit peu. Aujourd'hui, on se dit, c'est normal d'avoir une chaussure de moins de 300 grammes. Il ne faut pas oublier que quand on courait en 2005, avoir une paire de moins de 400 grammes, c'était pas possible. C'est monstrueux, là, le bond en avant qu'on a fait. Moi, je courais avec des Lafuma, je me rappelle les Moonrise en 2007-8, 440 grammes dans ma voiture. Il s'en rappelle. Alors voilà, c'est encore, pour aller sur. Aujourd'hui, on dit c'est pour aller sur la Lune. Non, mais il faut remettre dans le contexte. Comme les lampes frontales de 2005, une lampe frontale, ça éclairait pas avec un boost à 200 mètres pour essayer le balisage. On était bien content quand on voyait la balise à 5 mètres. Et c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Il n'y avait rien. Moi, j'ai connu les premiers prototypes de lampes frontales qui permettaient de voir aller un peu à 100 mètres, on éclairait une balise un peu plus loin. Comme le matériel rétro-réfléchissant, même les trails nocturnes des débuts 2000, il n'y avait pas de matériel rétro-réfléchissant, ça n'existait pas. Alors, il y avait des des petites bandes qu'on peut retrouver pour le bord de route, sur les panneaux, là, mais du coup, toi, il n'y avait rien. Tu me donnes l'occasion, même si on aurait pu en parler un peu plus loin dans l'épisode, mais comment tu vois cette évolution ? Matériel, mentalité, course, balisage ? Il y a deux vitesses, je dirais. Il y a le matériel, ça a vraiment été spectaculaire, la progression. Aujourd'hui, c'est chouette, c'est qu'on peut quasiment acheter un sac, on le met sur soi, c'est quasiment nickel, il y a un peu de réglage et puis tout va bien. Avant, même avec le meilleur des réglages, pour une personne, c'était trop serré, ou ça ballottait, il fallait bidouiller un petit peu pour que ça aille mieux. Aujourd'hui, non, c'est vrai qu'il faut reconnaître, c'est vraiment chouette. Donc l'évolution, bien. Après, les mentalités, la pratique, c'est quelque chose de très différent. Là, c'est un sujet, il y aura à dire. Il y a à dire, c'est sûr. De toute façon, c'est inévitable. C'est inévitable, la société avance. C'est ça. Le trail a beaucoup évolué. Beaucoup popularisé. Énormément. Professionnalisé. Mm-hmm. Donc il y a aussi l'entrée de l'argent dedans. Les teams qui regroupent des athlètes qui maintenant sont bien rémunérés. Mm-hmm. Très encadrés. Ce qui n'était pas le cas avant. Non, pas du tout. Non, on n'avait que dalle. Quasiment. Un encadrement aussi psychologique, pour l'alimentation, pour les entraînements. Donc ça devient professionnel. Mais maintenant, le coureur qui s'investit vraiment dans cette discipline, il s'investit pourquoi ? Est-ce qu'il s'investit parce qu'il y a moyen de gagner sa vie en faisant un truc assez sympa ? Ou est-ce qu'il s'investit parce que c'est au profond de lui, il aime être dans la nature, découvrir, aller au-devant des gens ? Je crois que pas du tout. Parce que moi, pour avoir couru là encore récemment sur des épreuves, c'est pas comme avant. C'est du chacun pour soi. En tête de course, ça m'est arrivé, discuter avec 3 autres personnes, d'essayer de discuter avec 3 autres personnes, puis elle dit « Oh, vous êtes malades les gars ou quoi ?» Personne ne parle. Ils sont là pour quoi ? Pour la gagne, pour gagner un saucisson. Et non, ils sont surtout là pour gagner un petit peu de followers ou remplir leur contrat auprès des équipementiers, ce qui est normal puisque ça fait partie du deal. Mais du coup, on s'éloigne de l'approche de départ de cette discipline qui consistait à partir d'un point A à un point B, de découvrir un environnement, de partager ensemble, de revivre un peu ce qu'on avait perdu, c'est un peu de solidarité, être un peu dans l'humilité aussi. Et ça, c'était vraiment le travail du début. Et on a encore ça, j'ai encore moi. On l'a encore, mais j'ai des jeunes qui arrivent dans la profession, j'allais dire, tu vois, comme quoi. Mais dans le trail, qui ont cet état d'esprit, qui sont admiratifs de ce que vous avez pu tout faire. Tant mieux. Tous ceux qui ont écrit l'histoire de ce jeune sport. Oui. Et donc, voilà, ça me rassure un peu. Bien sûr qu'il y a aussi des gens qui sont là maintenant pour faire leurs courses, qui disent à peine bonjour, c'est une minorité, mais à peine bonjour aux bénévoles, ils disent pas merci sur les ravitaux parce que tout est acquis, on a acheté notre droit à courir, on va avoir notre lot finisher, faut que ça soit bien balisé, faut qu'il y ait tout ce qu'il faut sur les ravitaillements.
Maintenant, il faut un ravitaillement 5-6 km, une balise toutes les 50 mètres pour pas se perdre. Oui. Voilà, on a aseptisé un petit peu le trail, quoi. Alors là, aseptisé, et puis il y a ce grand circuit aussi UTMB aussi qui vampirise, je dirais, moi c'est mon mot, qui vampirise la discipline et qui aseptise et puis qui standardise. Et ça m'embête parce que des tracks qui avant étaient un peu authentiques, le même est repris sous la coupe de ce circuit, et change. On ne parle pas du prix qui explose. Bon, moi ça me dérange quand même ça. Bien sûr, mais... Ouais, ça me dérange un peu, mais il y a tellement de choix. Mais c'est ça, c'est voilà. Ce que j'allais dire, c'est que bien, on a du choix. Je suis d'accord avec toi, mais on a aussi connu ça dans le monde du triathlon, avec les Ironman et Hawaï, mais on a encore énormément, à l'époque on disait il y a 15 ans, ça y est, c'est la mort du triathlon, il n'y aura plus qu'un seul circuit, bien sûr pour ceux qui veulent faire Hawaï, mais c'est pas une obligation, mais il reste 15 ans plus tard, on peut se rendre compte que il y a encore beaucoup d'organisateurs de triathlon qui sont restés dans leur mentalité, très très sympa aussi, abordable au niveau des prix et tu peux continuer à prendre du plaisir à la pratique. Ouais, ça c'est très bien. Et dans le trail, pour l'instant, il y a tout à fait ça. Donc ça c'est bien. Mais c'est vrai, t'as raison, il faut aussi faire attention à tout ça. Quelque chose qui m'inquiète malgré tout, c'est que, par exemple, ce gros circuit dispose d'un cahier des charges. Il va respecter un cahier des charges pour la sécurité. C'est une sécurité qui coûte très très cher, que ces organisateurs du circuit peuvent financer parce que du coup ils ont un apport financier suffisant pour pouvoir faire face à ce prix très élevé. Et qu'est-ce qu'il en sera des organisateurs plus tard, si jamais les institutions décident que le dispositif de sécurité doit être de plus en plus conséquent et donc, du coup peut-être inabordable pour eux, et au point de mettre la clé sous la porte parce que non, on peut pas payer, du coup pas de course. Mais déjà, c'est ce que je crains un peu. Ouais, c'est possible, il va falloir voir, il faudra aider à ce moment-là, et j'espère qu'en tout cas tout n'ira pas dans les œufs dans le même panier. Non, il faut garder cette diversification. Moi j'aime aller sur des courses plus petites, même si pour moi il n'y a pas de petites courses, mais voilà, et les grandes courses où je me fais plaisir, c'est clair. Et puis des formats différents. Des formats différents. Maintenant, il se crée aussi les backyards. J'ai goûté à ça pour voir de quoi il s'agissait. C'est aussi une autre façon de courir, une autre façon de partager. Après, il y a des formats immenses aussi qui se créent. Bon, après, il faut avoir envie, il faut oser se lancer sur un 300, 400, ce genre de choses. Mais il y a aussi ça, et c'est une autre façon de courir encore. Oui, il y a plein de plus choses. Tranquille, peut-être. On parlait de circuit. Toi, tu as essayé avec Anne à l'époque où il y avait l'Ultra Trail World Tour que tu as remporté. Oui. Chapeau. Merci. Vous n'êtes pas si nombreux. Bravo, tu as gagné le classement mondial. Et derrière, tu as créé l'Ultra Mountain National Tour, qu'on aurait pu appeler Ultra Montagne National Tour. Oui, je suis désolé. Voilà, moi ça m'a toujours. Je me suis dit pourquoi il met montagne. Mais tu as créé un circuit français à l'époque où c'était un peu ça. Tu voulais, c'était des courses ancrées dans le territoire, simples et populaires. Voilà, où moi je voudrais déjà te dire merci avant que tu me répondes pourquoi tu l'as créé. C'est que tu m'as permis de rencontrer pas mal de personnes, mais surtout j'ai 2 garçons qui sont rentrés dans mon cœur et qui font partie maintenant de cette grande famille du trail que j'aime. C'est Fabrice Daletto qui a gagné 2 fois le classement de l'Ultra Mountain National Tour et avec qui je suis devenu très très proche et qui a cet amour comme toi de la diagonale puisqu'il a la carte et il a l'île tatouée sur l'épaule et Sébastien Longaret, que j'ai appelé à l'époque l'Ultra Taré, qui était le premier à avoir fait toutes les étapes en une année. En une année. Et c'est des garçons avec qui je reste en contact tout le temps et qui m'ont beaucoup apporté par ailleurs. Et c'est grâce à ce tour. Merci à toi. C'était super à créer. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'était compliqué aussi, hein. Ah c'est compliqué. Dès qu'on organise quelque chose, ça prend du temps et puis beaucoup d'énergie. Mais c'était vraiment bien parce que ça a permis à des organisateurs de s'ouvrir. Je vais faire partie d'un challenge avec quelqu'un dans les Vosges, avec quelqu'un en Corse. Je voulais réunir tous les massifs.
D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a réuni tous les massifs. Une épreuve dans chaque massif qui devait faire un minimum de 100 km et un minimum, je crois, il me semble que c'était 5 ou 6 000 mètres de dénivelé positif, il me semble. C'était assez costaud. Je voulais aussi un trail qui soit pas trop roulant, qui soit costaud où on marche. Il fallait qu'il y ait beaucoup de marche, pas que courir. Il fallait une bonne part de marche. Et puis voilà, un peu d'émulsion, quoi, créer l'envie d'aller découvrir d'autres régions et puis d'être classé selon ses résultats, que tout le monde du premier au dernier est un classement. Et il y avait la 6000. Et il y avait notre course, bien sûr. Ça partait de l'idée de cette course qui n'était pas spécialement connue, mais... Qui partait de chez toi, la 6000, de Vaillant. Oui, de Vaillant, pour arriver à Roquebrun, le Petit Nice, ça s'appelle le Petit Nice. Magnifique, cette belle rivière. Super, c'est l'Orbe. Le long de l'Orbe, par le massif du Caroux. Lui-même pas très connu à l'époque, maintenant qui est plus connu, parce que c'est un fameux chemin d'entraînement pour préparer la diagonale. Et du coup, sur une MNT, s'est arrêté parce que ça manquait de moyens, que c'est compliqué l'organisation, que c'est compliqué. C'est un métier aussi. Enfin, il faut trouver les partenaires et c'est pas simple. Bon, chacun mettait la main à la pâte. Ça nous permettait de financer ce qu'il fallait pour que ça tourne. Ça allait. Après, la difficulté, c'était de le faire vivre, de le faire grandir. Et la difficulté des petites organisations, c'est de trouver malheureusement des personnes disponibles. Parce que c'est déjà difficile de trouver à réunir les bénévoles nécessaires pour que l'épreuve puisse se dérouler correctement. Et si en plus, pendant cet événement, quand on a vraiment le coup de bourre, on doit tout gérer entre le déroulé de la course, la sécurité, tous les imprévus, penser encore, tiens, il faudrait que j'en profite pour faire un peu de vidéos, donner de l'information sur ce qui se passe sur les classements de l'UMNT. On n'arrivait pas à le faire vivre. C'était très compliqué. Une ou deux épreuves arrivaient parce qu'il y avait un peu plus de monde, comme l'échappée belle. Ils y arrivaient, mais c'était compliqué. Pour d'autres, c'était compliqué, y compris nous-mêmes. Quand on était dans le feu de l'action, j'avoue que c'était très compliqué de penser à garder un peu de temps pour l'UMNT. C'était dur. Ouais, je me souviens, tout ça, on a passé beaucoup de temps ensemble sur la 6666 avec Anne, avec tes amis, tes parents, la famille, tout le monde, les enfants, Adèle et Stélio étaient là, tout le monde était là, et vous finissiez quand même très exténué, et moi j'ai été souvent inquiet pour vous. Complètement rincé, on ne peut pas imaginer ce que ça représente comme énergie. Pour moi, c'était plus facile d'aller courir la diagonale que d'organiser la 6166 les 2-3 derniers jours. Ouais, c'était dur. Quand on remballait après la course notre matériel et qu'on rentrait à la maison, on avait 40 km à faire de route. Ça m'est arrivé de ne pas pouvoir faire la route. De devoir, à 5 km de la maison, m'arrêter sur le bord du chemin et puis je m'écroule dans la voiture et je dors pendant 2 heures. Je me souviens bien de tout ça. Et Dieu sait que vous donniez du cœur, tout n'était pas parfait, mais jamais tout est parfait dans une organisation. Ça met du temps à mettre tout en place. Et je me souviens aussi de 2-3 détracteurs qui n'ont certainement jamais été organisateurs ou bénévoles et qui étaient souvent assez virulents, quoi. Ouais, on en a eu des virulents, et puis pour pas grand-chose, c'est des gens qui s'énervent pour un t-shirt, pour un classement, parfois un petit détail, ou pas grand-chose, ou ils se sont perdus, et parfois de leur propre fête. Ouais. Et j'ai une grande expérience dans le paumatoire. C'est souvent de ma faute. Ouais, mais ça, souvent le trailer, pour en recevoir beaucoup sur les lignes d'arrivée, avant qu'ils admettent que c'est eux qui n'ont pas été vigilants, qui discutaient, ou qu'il y a un moment un peu de fatigue. Et en fait, il y avait le balisage et c'est eux qui se sont trompés, tout simplement. Ils n'ont pas fait machine arrière pour revoir... oui, comme moi, la première année en Italie, quand j'ai fait 1h30 à insister, parfois c'est un peu un manque d'expérience. Alors, il faut reconnaître que parfois il y a du balisage, on voit bien que c'est pas un pro du balisage qui l'a mis en place. Oui. Il y a des erreurs, graves, parfois. Bien sûr, j'ai pas toujours été responsable. mais la plupart du temps, c'est de l'inattention. On discute, ou on est dans ses pensées, ou on est fatigué. Et puis... on loupe. En tout cas, tout ça, je crois que d'être organisateur de la 6000, l'UMMT, t'as beaucoup appris. T'as fait grandir. Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup, parce que ça permet d'apprendre vraiment à planifier les choses,
dans la durée, et, parce que le trail, c'est du long terme aussi. Planifier pour une organisation, c'est bien. Planifier aussi ses saisons, planifier même gérer une carrière. Son approche même de la discipline, comment je vais m'entraîner progressivement pour que d'année en année je me bonifie sans me blesser, etc. Donc en fait, organiser, ça revenait un peu à ça aussi. Enfin, ça se rejoignait dans ce sens-là, à être bien organisé pour arriver à atteindre l'objectif le mieux possible, quoi. Et Dieu sait que des objectifs, tu en as atteint un paquet. Ce qui me fait dire, après ces 20 ans de pratique, c'est quoi tes gros coups de cœur de course, connus ou pas connus? Qu'est-ce que tu vas retenir de ces 20 ans-là, de moments très très forts, de victoires sur des courses dont tout le monde rêve, de podiums sur des courses folles? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Si tu dis à nos auditeurs, tu les enverrais vers où? C'est vrai que j'ai un coup de cœur pour la Réunion. Ouais, ça c'est. Ouais. Ça, la Réunion, je pense que quand toute personne qui y goûte est séduite au moins par l'ambiance de folie, par les paysages, la dureté, les moments d'introspection inévitables. Tu vois, comment faire aussi pour arriver jusqu'au bout alors qu'il faut dormir à un moment. Pour la plupart du temps, c'est très très long. Pour la plupart des gens, je veux dire, c'est très long. Il faut dormir. Donc ça vaut le coup de le vivre. Mais après, il y a des expériences particulières. Moi, j'ai le souvenir de l'Ado Elephant Run en Afrique du Sud. Ouais, je connais pas du tout. Alors ça, c'est une course, c'est un peu comité restreint. C'est 50 personnes au départ, quand je l'ai faite. 100 miles, tout au GPS. Donc moi, c'était sur le téléphone. J'avais mis la trace sur le téléphone. Et ils avaient ouvert une réserve, donc en plein cœur du parc. Il y avait tous les animaux, sauf les félins. D'accord. Donc on a eu un briefing d'1h30 avant, qui nous montrait toutes les espèces dangereuses qu'on était susceptibles de rencontrer. Les hyènes, les serpents, les hippopotames, c'était le pire apparemment. Oui. Parce que ça court fort, c'est très hargneux, il ne faut pas s'approcher. C'est très très dangereux. Ouais. C'est ce qui craignait le plus. Donc il nous disait, si vous rencontrez un hippopotame, vous coupez la frontale, vous vous mettez en boule, et puis vous attendez qu'il soit parti pour recourir. Et moi je me disais, mais oui d'accord, mais puisque je suis en boule, je vois pas ce qui se passe autour. Je saurais quand. Je saurais quand qu'il a taillé. C'est débiné le bestiau. J'étais un peu inquiet par rapport à ça. Après pour le reste, non, les serpents à la limite, j'étais plutôt content d'en voir. Ouais. J'en ai vu qu'un. Et alors là, c'est pas pareil parce qu'on part, c'est la trace, on est dépendant de cette toute petite trace. Et tout le temps, il faut regarder le téléphone parce qu'on n'a pas du tout envie de se perdre. Dans la nuit, on voit des yeux rouges de partout. Et j'étais très surpris, par exemple, il y avait des yeux rouges au sol et pouf, ils faisaient des bonds comme ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette bête? Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que c'était des oiseaux. Il y avait un oiseau de nuit qui avait les yeux rouges. Et puis après, il y en avait plein sur les côtés. C'était différentes espèces de singes. On avait dit, il ne faut pas regarder les singes dans les yeux. Mais c'est facile à dire, mais sur le terrain, c'est une autre affaire. Et j'ai gagné cette course. Et je me sens mal parce qu'il y avait une fois, je suis tombé, comme souvent. Comme souvent. Le téléphone t'aimes bien le faire dérouler au boulot. Ouais, le téléphone vole, il tombe. Et je récupère le téléphone. L'écran était éteint. Et moi qui suis pas une flèche avec ces appareils-là, je me suis dit, oh merde, parce que là je vais pas y arriver. Et, bon, j'ai réussi à la rallumer et par chance j'avais encore la trace dessus et puis j'ai pu faire la suite de la course. Ça c'est des courses, c'est pas authentique, c'est pas le mot, mais c'est complètement à part. Parce que là on se rend vraiment compte qu'on est bon, là j'ai tributaire de la trace, mais on est face à soi-même. Il y a personne pour nous aider. On est tout seul. Il faut, avec nos capacités physiques, on a seulement une capacité physique pour sortir, pour s'en sortir. Du coup, c'est des courses où on ne peut pas envoyer tout le monde. Non, je pense pas. Il faut avoir un peu d'expérience quand même. Ouais, je pense qu'il y avait besoin de donner un peu de passif de coureur. Oui, il y avait des traversées de rivières, j'en ai fait une centaine sur cette épreuve. Il y a un moment, il y avait 2 larges rivières à traverser avec des cordes tendues. Et là, il y avait des rangers qui balayaient la surface de l'eau pour regarder la largeur des yeux des caïmans qui étaient à la surface. Et si les yeux étaient comme ça, on pouvait passer. Si les yeux étaient comme ça, il fallait rester et attendre. Donc il a dit, ouais, go. Là, on ne fait pas le fier. Ouais, tu traverses vite. Donc ça m'a vraiment marqué de cette course.
D'accord. Ouais, j'étais très content de trouver la ligne d'arrivée. Que t'as gagné. Oui, mais ça c'est anecdotique, mais oui, Ouais. très content d'en finir. Mhm. Ouais, non, ça, c'était chouette. Et après, d'autres courses que tu conseillerais quand même Ah là, Je sais que j'avais t'as aimé une- la Transmartinique, Ouais. j'ai beaucoup aimé cette course. C'est une grande découverte entre la montagne pelée, les champs de bananes. Première grosse difficulté, grosse montée, montagne pelée, c'est le début de la course. Après, il n'y a plus trop d'ascensionnel. Plus trop Mais- l'ascensionnel, mais il y a la jungle. Mais il y a la jungle Il y a la derrière. jungle derrière. Ouais. C'est là où tu découvriras un garçon avec lequel tu es arrivé main dans la main avec Patrick Board, c'est Cédric Chavet. Qui est rentré comme toi, qui est rentré dans les Je pense que c'est en trailer. 2012. Ouais, Il me semble 2012. que c'est en 2012, ouais. C'était une sacrée rencontre, ouais. On fait toute cette Transmartinique avec Kirtap, donc, Ouais, Patrick Board. Patrick Board. Et c'est vrai que sur la fin, sur une plage, on voit un coureur derrière qui nous rattrape et c'était surprenant de se faire rattraper en fin de course comme ça, on avançait. C'est Cédric. Et donc, on fait un peu chemin ensemble et on repart d'un ravitaillement. Il nous reste plus grand-chose, une vingtaine de kilomètres. Et là, il s'arrache le bras sur un Dans les barbelé. barbelés, ouais. Il s'ouvre carrément le bras, mais il pisse le sang. Et là, on l'accompagne jusqu'au ravitaillement suivant. On dit, c'est con, c'est cuit pour lui, quoi. Là, on va pas le laisser repartir. Ah, bien sûr, ils étaient inquiets au ravitaillement quand ils le voient comme ça ouvert. Oh non, il se fait un bandage et il dit je repars. Et puis moi je me suis dit ça c'est un costaud, il en veut. Bon, il parlait pas trop, mais il était un peu fermé, le tempérament à l'époque. Il faut se rendre compte, et toi tu pourras pas le dire, mais moi je peux le dire, c'est que il était avec deux garçons dont il avait une admiration folle, parce que Patrick Board et Antoine Guyon, dans le milieu, quand on aime l'ultra et qu'on peut courir avec ces garçons-là, c'est une fierté. Faut que vous le sachiez, les gars. Et là, lui, il était dans cette position-là. Oui. Maintenant, vous êtes très amis de courir. Il a montré qu'il pouvait être plus fort que vous. Ah oui. Mais à l'époque, oui. t'as un peu le complexe, t'as pas envie de doubler deux légendes, quoi. Ouais. Et là, c'est ce qu'il a vécu, quoi. C'est ce qu'il a vécu, ouais. Et du coup, en fin de course, on a fini à 3 et puis c'est le début d'une grande amitié. Ouais. Maintenant, on est dans la même équipe et on fait la plupart de nos voyages à l'étranger ensemble. Cathy et Anne s'entendent à merveille. On se fait nos découvertes. Là. Encore hier, on était à Cordoue. On a fait une journée complète à visiter Cordoue, aller à un spectacle ensemble de chevaux. C'est la belle vie. Ça, c'est la belle vie, et puis c'est ce que vous avez envie de véhiculer, c'est ce que nous, on a envie de véhiculer de ce sport. Ouais. Ces rencontres, ces amitiés, on est devenu une grande famille, et c'est ce sport-là qui nous a tous réunis, quoi. Oui. Quel que soit, moi je suis pas coureur, j'étais l'animateur, mais voilà, on fait partie d'un même moule, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, c'est... Et je pense que ça durera parce que... et puis quel que soit le niveau des gens, je pense que ça sort les personnes de leur quotidien, ce sport. C'est valorisant parce qu'on se découvre à tout niveau. Je pense qu'on se découvre des qualités qu'on n'imagine pas parce que quand on est dans la nature, contrairement à courir sur route où on est obligé de courir, là dans le trail, on a des phases de marche aussi. Ça permet de récupérer, d'aller plus loin et en fait on va plus loin, on dure plus longtemps. Et ça, je trouve que c'est très très valorisant. On arrive dans ce moment de l'émission avec tout ce vécu que tu as eu. C'est peut-être ton meilleur moment ou ton moins bon moment dans ce sport, ton plus beau souvenir, quelque chose qui t'a touché. Puis après, on ira sur ce qu'on a vécu ensemble. Mais d'abord, dans cette longue carrière qui est la tienne, tu es le plus fier de quoi? Qu'est-ce qui revient comme ça? C'est souvent j'en ai plein, mais ça regroupe toujours un peu la même chose. C'est des grandes phases de course avec quelqu'un. Pour monter à mes tout débuts, c'était cette arrivée de mon premier UTMB avec Guillaume Millet. Alors Guillaume Millet, aujourd'hui, on le connaît comme un chercheur. Ouais, mais c'est coureur. Mais c'est un sacré coureur. Et d'ailleurs, ensemble, on avait fini 4e ex-aequo de l'UTMB en 2005. Bien sûr, c'était génial. On s'est retrouvés en fin de parcours, ensemble. On s'est découvert là et on a tout de suite été dans la même équipe. Ça amène encore à des contacts qui durent. Il y avait ça, mais j'en ai eu d'autres. Ce partage avec Christophe Jacquereau sur la moitié de la course du Grand Raid de la Réunion. Pour moi, je devais être dans la position de Cédric avec moi à ce moment-là. Moi, j'étais avec Christophe, avec
Oui, Christophe, mais Jacques-Roux, qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais avec ce grand champion? Et on a fait la course ensemble, ça c'est des moments énormes. Je pense au Tour des Géants avec Christophe Le Sceau, qui me rattrape à 250 km, je crois, de la course. Et à partir de là, on va jusqu'au bout. Il m'aide, hein, parce qu'il avait les capacités d'aller plus loin, Christophe, c'est sûr. Mais on se connaît, beaucoup d'amitié, et il m'aide à finir ce Tour, et on finit 3e. C'est des moments super forts, quoi. C'est énorme. C'est ça que j'aime. Mais ces souvenirs marquants, c'est plus des souvenirs humains forts. Ça, c'est. Et toutes ces arrivées où je te retrouve. C'est gentil. Parce que moi, j'y pense pendant longtemps. Quand je suis dans les moments durs, je dis je vais jusqu'au bout, je vais retrouver Ludo. Et rien que pour ça, il faut que j'y aille parce que c'est fort, quoi. Ouais. Ça, je sais pas si tu te rends compte, mais si, sans doute. Mais c'est fort. Enfin, c'est fort pour moi aussi. Ouais, ça me met les larmes aux yeux. Ouais, oui, mais c'est fort pour moi, de ouais. te. Ah bah non, mais si tu te mets à pleurer aussi, et moi qui ai une chaleuse, ça va être compliqué. Mais non, tu vrai, peux pas savoir la fierté d'avoir un ami c'est fort. qui gagne la Diagonale des Fous, oui. alors qu'il a tourné autant autour, mais qui s'en donne les moyens et qui chaque année remet le couvert par passion. Ouais. Mais pour essayer d'aller chercher le Graal, et le jour où je te vois lever les bras, et ça on te l'enlèvera jamais, c'est fort, c'est des moments que tu peux pas trop expliquer aux autres. Moi j'essaye de les expliquer au micro souvent, j'essaye de laisser parler ce que je ressens et de le faire vivre le moment, mais c'est des moments merveilleux, tu vois. C'est fort parce que pour moi une diagonale, tu sais, je l'ai souvent dit, hein, je finissais à ce moment-là l'épreuve. J'étais 2e, 3e, et je réfléchissais à comment faire pour essayer d'être un petit peu mieux, gagner 10 minutes, un quart d'heure. Ça paraît rien sur 24 heures, mais c'est ce qui peut faire qu'on va être le premier et pas 2e, 3e. Donc c'est le travail d'une année. Il faut être patient, quoi, parce qu'on ne voit pas les changements sur quelques mois. On avance, et puis c'est avec Anne aussi, sur l'alimentation, sur... la stratégie sur le suivi. Sur la rapidité des ravitaillements. On fait de la gestuelle dans la maison au niveau du sac pour être un peu plus rapide. Ça, on ne se rend pas compte, c'est aussi un travail dans la maison. Tu vois. Et puis, on essaye de tout mettre bout à bout. C'est là qu'on découpe les petits morceaux de tissu pour essayer de gagner un petit peu de poids. C'est pour ça que je râle après quand on me donne une radio qui fait 100 grammes, alors que j'ai tout fait pour essayer de gagner 1 ou 2 minutes et je sais que je vais les perdre sur 80 km. Je dis non, pas question, moi je la veux pas la radio. Donc, c'est ça qui, bout à bout, fait que un jour ça m'a souri, c'était le bon jour. C'était la bonne année. Et puis j'ai réussi. Ça fait plaisir. Alors ça me faisait plaisir. Ça paraît fou, hein, de cette descente sur le stade. Et puis je t'entends qu'il prépare mon arrivée. Et puis je dis, c'est vrai, putain, cette année c'est moi, quoi. Ouais. Et puis après, c'est pour les autres, pour tous ceux qui attendaient qu'enfin je gagne. C'était fort, hein, c'était quelque chose. T'en sortiras 2 livres, de conseils, de façon et. Ouais, ça reste des grands moments, tu vois. Et, moi, j'ai plein de grands moments avec toi. Si on parle des anecdotes tous les deux, t'en as parlé là il y a quelques minutes de ce moment avec le Jaguar quand il te rejoint à 250 km. Mais il faut savoir que on t'a toujours appelé le métronome depuis toujours. Et moi, je peux dire que c'est pas toujours juste. Ce jour-là, j'ai arrêté de t'appeler le métronome et j'ai préféré t'appeler le Zoréole parce que je viens sur le ravitaillement avec Anne et Stélio, qui est toute seule, avec son fils, avec votre fils, pour faire ton ravitaillement, et tu nous as dit j'arrive à telle heure. Sauf que 1 minute passe, 5 minutes passent, 10 minutes passent. Toujours pas d'Antoine, on est sur le Tour des Géants, bien sûr ça va faire 350 bornes, 330. Il y a quelque chose qui va. Avec Célio, on se dit, allez, on va à la rencontre de papa. Et on rentre dans le bois. Mais on part sans frontal, sans rien, parce que nous on est persuadés que t'es là. C'est que j'arrive. Et on avance dans le bois. Et on avance dans le bois avec Stélio. Et on avance, et on dit, Antoine, rien. Et il fait de plus en plus noir. Je dis, mais est-ce que je vais retrouver, moi, le chemin dans l'autre sens ? Et là, toujours pas d'Antoine. 45 minutes de ton temps référence. T'avais pris
un coup de bambou monumental. Et là, quand on dit Antoine, et à un moment, t'entendais oui, j'arrive. On se retrouve dans le noir. Donc, grâce à ta frontale, tu nous emmènes avec Stélio pour revenir vers Anne pour aller au ravitaillement. Et tu me dis, Ludo, je suis cuit, je suis rôti, il faut que je dorme. Promis, laissez-moi dormir au ravitaillement. Je me nourris, je dors. Et t'avais, à ce moment-là, 1 heure d'avance sur le Jaguar, sur notre Chris. Et on sort du bois, toi ayant perdu plus de 45 minutes, et lui en ayant augmenté de 15 minutes. Il était dans la forme, là. Une bonne phase. On sort du bois et tu me dis, enfin, je vais pouvoir aller dormir. Et là, le top qui nous tape dans le dos. Oh, les copains! Allez, mon Antoine, on y va! Je suis en forme, on y va! Et toi, t'oses même pas lui dire, t'oses même pas lui dire, oh, moi, je voudrais dormir. Et non, t'oses pas. Tu prends ton ravitaillement rapide avec lui et vous repartez. Et on repart. Quelques kilomètres plus loin, vous irez dormir dans un champ. C'est ça. Mais ça, c'est pour moi un souvenir de course, mais phénoménal. Parce que t'as même pas osé dire à ton pote, non, je repars pas, laisse-moi dormir un petit peu. Je repars. Mais comme quoi la machine est formidable. C'est incroyable. Parce qu'après, en plus, on a filé. Derrière. Mais après, vous étiez incroyable. Ouais. Bah oui, j'avais un Jaguar devant moi. Il fallait que je le suive. Ah non, ça allait vite après. Ouais. C'était bien. Bon, après, vous m'avez dit, on a dormi tous les deux. Sur le ravitaillement d'après, je crois. Ouais, dans un champ, dans l'herbe, posés tous les deux. Ça, c'était le lendemain. Ouais, le lendemain. On était cuits, on avait des hallucinations. Ouais, vous aviez des on entendait des voix, on se retournait, mais personne n'était là. Donc, c'était fou. Les cailloux montaient, descendaient, ou partaient à droite et de gauche. On était complètement zombie. Et on a dormi 10 minutes dans l'herbe. Et voilà. après, on est reparti. Et puis, il y a un gros souvenir pour moi qui est assez récent, puisqu'il y en a plein d'autres où on a passé du temps ensemble, notamment sur la 6666, mais c'est ce moment où que j'appelle Laurel et Hardy, où tous les deux, on dort dans le même lit, parce que tu t'es pété l'épaule en recours juste avant de démarrer la diagonale, et du coup... tu vas pouvoir venir toute la nuit avec moi à Réunion Première, donc on dort dans la même chambre. Mais là, je rigole parce que je t'ai jamais eu dans mon lit à côté de moi. Et là, c'est vraiment, j'ai des photos où c'est Laurel et Hardy, là, la crevette. À côté du gros panda. Et ça, c'est fabuleux. Et après, franchement, t'es fait pour ça. Tu m'as tellement régalé toute la nuit sur Réunion Première à expliquer de ce qui est en train de se passer pour les coureurs. C'était tellement bon. Bravo. C'est un moment qui va rester gravé à vie pour moi aussi, tu vois. C'est des moments où j'ai encore appris à tes côtés. Ah, c'était chouette. Moi, j'ai un bon souvenir aussi de cette nuit à commenter la course. J'étais frustré au début, mais après, c'était une autre course, c'était suivre les copains et puis essayer de partager un petit peu ce qu'on ne peut pas vraiment ressentir quand on est à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe dans le sentier, dans la tête du coureur, pourquoi il avance comme ça? Bah oui, mais il y a de la gestion aussi derrière. C'est très intéressant aussi à commenter, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, c'est un bon moment. Mais tu fais pour ça. Faut que le jour où tu décideras de poser les dossards, tu as vraiment quelque chose à apporter par ton expérience, ton vécu, ta sensibilité. Bah, peut-être cette année, comme je vais pas courir la diagonale cette année. Et j'ai proposé, si on veut de moi, je veux bien aider, c'est cool. Commenter, je veux bien. Des souvenirs, toi, ensemble? Qu'est-ce qui viendrait comme ça, hormis cette belle arrivée ensemble? Moi, je me souviens, alors, hormis le contexte de la course, quand je suis, moi, en compétition, mais quand j'étais sur l'organisation de la 6166, en général, tu arrivais le vendredi dans la journée. Ouais. Et moi, j'avais fini le balisage et j'avais pas mal de choses à gérer à la fin. J'avais beaucoup de questions des gens autour de moi. Il fallait que je serve aussi les arrivées des coureurs, les coureurs élites, la conférence de presse. Et puis, j'avais hâte que tu arrives. Quand je te voyais arriver, pour moi, c'était ouf. La course, elle a été gagnée. Tu vois, ça y est. Je vais être aidé parce que là, j'ai mon sauveur. J'ai mon sauveur avec moi. Il connaît tout le monde, il connaît la course, il sait apaiser les gens et les réunir. Et ça, c'est vachement important quand on en organise un parce que tout peut partir dans tous les sens. Et puis, quand tu es là, tu es le centre. Et puis après, autour, ça va rouler parce que ça va bien s'articuler. Parce que tu as ce don, ce savoir-faire de savoir articuler simplement par ta présence, ou un petit conseil, un petit mot, la bonne voix, tout ce qu'il faut. Ça, c'est mes souvenirs de toutes les 6166. J'attendais toujours avec impatience ton arrivée. C'était quelque chose. Après, en course,
Il y a cette arrivée de la diagonale. Et même d'autres. C'est quand on descend du Colorado, ce grand chemin en lacet qui n'en finit pas pour arriver au stade de la Redoute. Ouais, et il y a un moment, quand on est à la moitié, il y a une percée. On aperçoit le stade. Alors de nuit, c'est peut-être plus spectaculaire que de jour parce que c'est illuminé. Là, il y a les lumières et puis il n'y a pas trop de bruit autour, sauf le bruit de l'animation, les gens qui sont là. Et là, on entend ta voix. Et là, quand j'entends la voix, il y a une émotion qui monte et c'est lié à l'aboutissement de tous ces efforts. Et ça signifie la fin de course, mais et en même temps une reconnaissance de cet effort qu'on a fait, que tu sais si bien faire partager, faire monter aussi. Et voilà, c'est un souvenir très fort. Ouais. Écoute, en tout cas, j'espère qu'on va en voir encore beaucoup d'autres parce que tu sais que voilà, vous êtes quelques-uns que j'appelle les meilleurs ultramasters au monde. Vous êtes capables encore à mettre des fessées aux plus jeunes et c'est sympa. Par votre expérience et votre amour de ce sport. Voilà, si tu avais un mot à dire à nos auditeurs, voilà, un petit mot sur comment tu vois les choses pour la suite. Comment est-ce que notre Guyon national va continuer encore pendant longtemps? Comment tu vois les choses? Face à cette évolution, est-ce que tu vas lâcher ou pas? Eh bien, moi, je pense que c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis longtemps. Je vais continuer de courir parce que ça fait partie de ma nature. J'ai couru dès l'âge de 12 ans, donc c'est pas aujourd'hui que je vais changer. Et là, je me rends compte que depuis que je suis un peu moins performant, j'ai envie d'en profiter pour aller courir des épreuves que je ne connais pas, enfin que je connais de réputation, mais auquel je participe pas parce que je voulais encore essayer d'inscrire mon nom sur des courses majeures. Donc là, je sais que maintenant, il faut que je passe à autre chose. Alors là, je vais me diriger un peu sur la route cette année. Je fais l'impasse sur la diagonale pour aller courir sur le Spartathlon, qui est une course mythique sur route, qui fait 246 km entre Athènes et Sparte. Alors ça, c'est un exemple. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis gamin, en fait. Depuis que je suis gamin. Découvrir, je pense aussi partager des défis avec d'autres personnes. Je pense notamment à un bon défi qui ferait peut-être 1500 ou 2000 km à faire, mais par étapes, pas pour faire un record, mais pour faire le parcours parce qu'il aura une signification, mais chaque jour pouvoir le partager avec tous ceux qui voudront s'ils sont sur le passage, tous ceux qui voudront partager une journée de course avec moi. Parce que moi, je suis toujours dans le partage et je pense que c'est aussi la valeur première de ce sport, c'est le partage en découvrant un environnement. Donc c'est ce que je continuerai d'essayer en tout cas de véhiculer tout au long de la carrière qui me reste et que j'espère voir se poursuivre autour de moi. Donc c'est les jeunes qui ont cette mission de faire perdurer ça et puis voilà, essayer de continuer dans cette voie. Moi, ça me tient à cœur particulièrement parce que c'était vraiment le début de la discipline. C'était une sorte d'échappatoire à une société qui s'impose un peu partout, qui nous a rattrapés quand même dans le trail, un business oblige. C'est pas forcément mauvais, mais en tout cas, à condition de véhiculer toujours les bonnes valeurs. Donc, c'est à vous de jouer. Merci Antoine, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation des potins. On pourrait parler très 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 longtemps tous les deux encore, mais c'est vrai que potin est plutôt un format court. N'hésitez pas en tout cas à suivre les folles aventures de la famille Guyon. Salut. Merci aux fidèles techniciens pour leur travail, Mathieu Fourrichon pour le logo, Livio Boulanger pour le mixage son, Aurélien Collet pour le montage. Et je vous dis à bientôt dans Potin Trail.